Je vais maintenant aborder le déroulement de ce colloque. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça répond à une demande. Et ça va, la réponse logique à cette demande, c'est les deux parties qui articulent ce colloque. 6 intervenants, interrogés par nos amis Philippine, Henri et Thibault, qui sont là. La première partie, on peut l'appeler « Ouvrir les yeux », réflexion sur l'état de la France. Deuxième partie, « Ne pas subir », selon la belle devise du maréchal de Lattre, répond aux besoins de témoignage et à l'expérience de personnalités qui ont accepté de venir témoigner. La première partie, donc « Ouvrir les yeux », le premier intervenant, c'est Henri Hude, avec un constat sans complaisance sur l'état de la France, sur le plan politique. Je résumerai en quelques mots, démocratie d'apparence et dérive totalitaire. Il répondra aux questions de l'un de nos amis. Deuxième intervenant, Jacques Trémollet de Villers, après ce constat qui peut paraître démoralisant, débilitant, la petite espérance chère à Péguy, avec sa partition, le Péguy, poète amoureux de la vérité, sous la chape de plomb, la vraie France, celle qui est encore riche de promesses, sous la peau d'âne peut-être une princesse. Troisième partie, Hilaire de Crémier, des remèdes pour l'État, les institutions, un État qui assume ses prérogatives et de saines institutions. La France, on peut considérer qu'elle est, à cause de son État et de cette façon de gouverner, malade. On va parler médecine. Et comment se débarrasser du carcan des partis politiques. Voilà pour la première partie. La deuxième partie, ne pas subir, consacrée donc aux témoignages et aux exemples d'engagement dans les domaines de la politique, de la formation et de l'entreprise. Comment vivre aujourd'hui, et principalement pour les jeunes, et s'engager pour demain en restant fidèle à l'essentiel. Monsieur Xavier Lemoine, maire de Montfermeil, répondra d'abord aux questions de nos amis. La politique, le bien commun aujourd'hui à l'échelon de la commune, qu'est-ce que c'est? Un métier, une vocation, un engagement, un exemple à donner, une forme de charité peut-être aussi. Ensuite, nous aborderons le domaine de la formation avec M. Alexandre Peset, fondateur et directeur de l'Institut de formation politique, dont vous pourrez aussi voir des prospectus dans la direction de Montbrun. Aujourd'hui et plus que jamais, la formation politique et professionnelle revêt une importance capitale. Pas seulement sur le plan technique, sur le plan du savoir-faire, mais sans doute aussi et surtout dans notre société, il convient s'armer de savoir-être. Troisième intervention avec M. Aubry Pierrins, directeur fondateur de Oui Consulting, le monde de l'entreprise. Comment s'y diriger avec succès, sans crainte, en restant soi-même et en conciliant justice et efficacité. Après avoir posé, nous l'espérons par ce moyen et ces 3 intervenants, un regard clair et lucide, ces 6 intervenants, sur notre notre environnement politique, et fortifié par des témoignages encourageants, nous serons amenés à en tirer des enseignements. Tout cela ne reste pas lettre morte, voire des résolutions réalistes autant qu'optimistes. Ce sera l'objet des conclusions qui seront tirées par Hilaire de Crémier et Thibault. Enfin, nous aurons droit à un rafraîchissement bien gagné qui nous permettra de faire plus ample connaissance et de prolonger les échanges. Voilà, chers amis, ce qui nous attend tout au long de cet après-midi, que je vous souhaite le plus intéressant possible en notre compagnie. Et sans plus attendre, je passe la parole à Christian Franchet-Desperrets. Maître Trémollet de Villers, tout le monde le sait, maître, vous êtes donc avocat, et beaucoup ont le bonheur de savoir que vous êtes également une plume, à la fois comme journaliste et comme écrivain. Comme avocat, vous avez plaidé de grandes causes. L'une célèbre,
vous a amené à faire la preuve qu'on pouvait accuser le milicien Paul Touvier de toutes sortes de choses, mais pas de crimes contre l'humanité. Vous nous avez montré à cette occasion à quel point la liberté de l'esprit est féconde lorsqu'elle s'applique aux questions les plus brûlantes et les plus difficiles à discerner. Vous nous avez montré aussi, en défendant le préfet Marchiani, coupable d'avoir pris les moyens propres à libérer les otages français du Liban, que vous aviez le courage de vos convictions en même temps que le talent de les faire passer. Et vous avez également défendu Pierre Bernard, maire de Montfermeil. Nous penserons à lui tout à l'heure quand nous aurons sur cette estrade son successeur, Xavier Lemoine. Mais vous êtes aussi, Maître Travaillet de Villers, un amoureux fervent de la France. La France qui n'a jamais cessé de rimer dans votre esprit avec l'espérance. Cette petite sœur Espérance de Péguy à laquelle vous êtes si sensible. Alors, est-ce que c'est par elle que nous pouvons être libérés du totalitarisme installé au cœur de notre démocratie? Philippine du Rouge et le Noir va maintenant en parler avec vous. Merci. Bonjour maître. La France est donc victime d'un totalitarisme insidieux mais réel comme nous en parlions il y a quelques instants. Et la justice est profondément liée à votre métier. Pourriez-vous considérer que cette justice est elle aussi totalitaire ? Oui et non. Non. En fait, notre justice aujourd'hui souffre d'un mal considérable, mais qui rejoint effectivement ce totalitarisme, c'est qu'elle n'a plus de sens profond. Elle n'a plus la justification par laquelle elle est la justice. Et on a éradiqué un élément essentiel de la justice, qui est au nom de quoi elle est rendue. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ se trouve devant Pilate, et que Pilate lui dit tu sais que tu ne me réponds pas, tu sais que j'ai le pouvoir de te condamner et de te libérer. Et Jésus lui répond tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il n'avait été donné d'en haut. Et donc il reconnaît son pouvoir, il le reconnaît, il ne le conteste pas. Mais il lui dit mais ton pouvoir ne vient pas de toi. Et d'en haut, c'est pas forcément, enfin on dit ça, c'est Dieu, mais c'est vrai, mais c'est aussi que le pouvoir du juge est toujours délégué. Et il est délégué par qui? Par l'autorité suprême, qui est l'autorité suprême pour Pilate, qui est César. Et au-dessus de César, il y a Dieu. Et nous n'avons plus rien. Alors, les juges rendent la justice au nom du peuple français. Ce qui est très bien. C'est le peuple français, c'est une entité très abstraite. C'est quelque chose de très concret, parce que c'est nous. Mais en fait, comme on ne peut pas déléguer à chaque juge la possibilité, c'est une entité très abstraite. Donc en définitive, ils rendent leur justice un peu en leur nom. Et ça, c'est terrifiant. Ça, c'est terrifiant. Parce que personne ne peut rendre justice en son propre nom. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Qui peut juger? Donc en fait, la justice est toujours déléguée et nous avons un immense manque en France aujourd'hui, depuis un certain temps, depuis un siècle et demi, depuis peut-être 2 siècles, enfin depuis le moment où une autorité suprême était déléguée par Dieu pour rendre justice et où elle n'existe plus. Et à partir de ce moment-là, la justice fait ce qu'elle peut, comme elle peut, mais elle n'a plus sa référence suprême. Merci maître. Pour continuer, la France existe toujours. Elle s'est profondément manifestée au moment du printemps 2013, avec les manifestations que nous avons connues. Pourriez-vous considérer que cette vague de manifestations est toujours un élément qui est durable? C'est-à-dire, est-ce qu'il continue? Ou est-ce que ce mouvement a tendance à retomber et à laisser germer un néant qui n'est pas comblé? Alors vous avez 2 choses. Vous avez le mouvement qui est sorti et qui effectivement a explosé et qui a surpris tout le monde, y compris même ceux qui l'avaient organisé.
Donc c'est que vraiment les puissances de résurrection ou de renaissance sont fortes, très fortes. Et en même temps, ça ne peut pas durer tout le temps comme ça. C'est pas possible. On ne peut pas maintenir tout le temps un peuple, ou même la crème du peuple, ou même le meilleur du peuple, en état d'effervescence permanente. C'est pas possible. Même les... Vous avez dit tout à l'heure, je sais pas, c'est vous, Christian, qui avez dit que j'étais un amoureux fervent, c'est vrai. Mais même les amoureux fervents, ils peuvent pas être tout le temps au top de la ferveur. C'est pas possible. Enfin, il faut des pauses, quoi. Bon. Et donc, même dans le mouvement social, il y a des pauses. Mais ce qui est extraordinaire, enfin extraordinaire, oui, parce que c'est la France. La France, et vous savez, la France est extraordinaire. La France, c'est vraiment, on ne s'en rend pas compte assez, et je suis heureux que vous me posiez cette question, parce que je suis heureux de le dire, c'est quand même, nous sommes quand même un pays qui est surprenant à nos propres yeux. Parce que même au moment où nous disons mais il n'y a plus rien, c'est pas possible, on n'en peut plus, bon, c'est le suicide français, et puis à ce moment-là, hop, on voit, on se dit mais c'est pas possible, il y a 1 million là, d'où ils sortent? Et on se dit on va tous les connaître, mais à 1 million on peut pas tous les connaître. Donc il y a plein de gens qu'on connaît pas et qui sont quand même là. Donc en fait c'est un peuple. C'est un peuple qui est à la fois misérable, servile, comme tous les peuples, et qui en même temps a des puissances de résurgence extraordinaires. Donc ça, c'est vrai. Et ça tient à notre histoire, ça tient à notre géographie, ça tient à quelque chose de merveilleux. Et quand on le regarde avec la vision de l'histoire, on se dit qu'à chaque fois, que c'est tombé très bas, qu'il y avait grande pitié au royaume de France, à chaque fois c'est remonté. Donc on a vraiment en nous avons vraiment en nous de quoi ressurgir, et on ne peut pas, et on n'a pas le droit de désespérer de la France. On n'a pas le droit, c'est pas parce que c'est quelque chose de mystique ou je sais pas quoi, on n'a pas le droit parce que c'est contraire à la réalité historique et à celle qui nous a sauté aux yeux il y a 3 ans, 2 ans. Et qui peut-être aujourd'hui, les veilleurs aujourd'hui, les petites bougies, elles s'éteignent un petit peu, enfin on est moins, on est un peu froid, etc. Mais ça, la flamme est là. Donc il suffit de souffler sur la braise et ça peut repartir. Merci pour ce message d'espoir. On nous souligne que la France est la patrie des droits de l'homme. N'est-ce pas abusivement réducteur? D'autre part, de quoi la France est-elle vraiment la patrie? Quelle est la vocation de la France? Quelle est la place de la France parmi toutes les nations? Alors, la patrie, la France, c'est la patrie des droits de l'homme. C'est vrai que d'une certaine façon, on a fait cette déclaration universelle des droits de l'homme. Mais quand on la lit de près, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Quand on la lit vraiment attentivement, on se dit que c'est pas possible. Que c'est pas possible qu'un peuple aussi intelligent, enfin le peuple de Montaigne, le peuple de Pascal, le peuple de La Fontaine, le peuple de Racine, le peuple de Molière, le peuple de Marivaux, Bossuet, enfin des gens aussi intelligents, aussi fins, aient pondu un texte aussi plat, et pour tout dire aussi con. Et donc il fallait qu'ils s'y mettent à beaucoup. Vous savez, quand vous mettez une intelligence seule, ça fait quelque chose. Quand vous mettez 250 intelligences ensemble, ça fait la Déclaration des droits de l'homme. Bon. Et en plus, c'était un conglomérat d'avocats, de vicaires défroqués, bon, enfin, d'hommes de robe, quoi, d'hommes de plume, d'hommes de baratin. Bon. Quand vous les mettez ensemble, et déjà, vous avez une réunion d'avocats, moi je vous parle en tant qu'avocat, l'avocat c'est un homme solitaire, bon, c'est un homme qui plaide seul, bon, c'est son métier. Mais de temps en temps, on a des réunions d'avocats, et quand vous avez vraiment des réunions d'avocats, et que tous les avocats parlent ensemble, et si on ajoute les magistrats, alors là, c'est la catastrophe. Alors, on part dans des insanités, et plus ça monte haut dans l'insanité, et plus ça s'applaudit. Donc, en fait, c'est pas possible. Donc, on a fait ça, et c'est nul. Bon. Mais il arrive dans une nation de faire des choses nulles dans l'histoire. On a fait ça. Bon. Malheureusement, ça nous traîne au basque, et puis on le répète. Et tout. En soi, d'ailleurs, c'est pas par l'article 3 qui est complètement absurde. Le reste, on peut à la limite, enfin, on fait ce qu'on veut. Le pape Jean-Paul II a fait des tas d'efforts pour dire oui, mais quand même, c'est bien, oui, d'accord, oui, c'est bien. Bon. C'est gentil, mais ça pourrait à la limite pas faire trop de mal. Mais si on en fait un dogme, c'est monstrueux. Donc c'est pas ça, nous, la France.
Ça fait partie de notre histoire, c'est vrai. C'est vrai, on arrive à faire ça parce qu'il y a des moments où on fait n'importe quoi. Mais notre histoire, le fondement de notre histoire, il est beaucoup plus loin. Il est à l'origine. Il est au baptême de Clovis. Il est là. Et vous ne pouvez pas changer autrement. Vous ne pouvez pas le changer. Ça, c'est dans l'histoire. La Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est 26 août 89. Le baptême de Clovis, c'est Noël 496. On est là. Et c'est là que ça s'est fait. Avec cette formule magnifique qu'il faut garder tout le temps présente dans l'esprit, à la bataille de Tolbiac. Dieu de Clotilde, si tu me donnes la victoire, je me ferai baptiser. Ça, toute la France est là, parce que Israël, c'est Dieu de Jacob, d'Abraham, de Jacob, etc. Moi, j'ai beaucoup de respect, enfin, je suis à quatre pattes, à genoux, devant Jacob, Abraham et tout. Mais c'est quand même un Dieu de bons hommes, quoi, de patriarche. Tandis que le Dieu de Clotilde, c'est quand même plus sympa, quoi. Surtout que Clotilde a été très belle et que Clovis était très amoureux de Clotilde. Et ça, c'est notre nature, vous voyez? C'est notre nature, ça. Donc la France est une nation femme, par Clotilde, c'est une nation fervente, et Clovis, il a tenu sa promesse. Il a vaincu, et il a dit « OK ». Enfin, il n'a pas dit « OK », parce que, heureusement, il était... mais il a dit « Bon, d'accord, Seigneur, tu m'as donné la victoire », alors que vous savez qu'avant, quand il savait qu'il était foutu, c'était perdu, hein. C'était complètement perdu. Il était parti en vainqueur et c'était fichu. C'était exactement comme à Waterloo. Il attendait Grouchy, c'était Blücher. Le type qui est arrivé, c'était pas ça. Il s'est dit maintenant, comme il avait un coup d'œil de général et d'homme de guerre, il s'est dit maintenant je suis perdu. Et je vais avoir, ma femme va partir en esclavage, mon fils aussi, enfin ça va être l'horreur. Et le royaume est fini, c'est terminé. Et là, il voit son écuyer à côté de lui qui descend le cheval et qui se met à genoux pour prier. Et il l'insulte en lui disant « Mais tu pries un Dieu qui est mort sur la croix, tu pries un Dieu de défaite, qu'est-ce que tu fais ?» Et alors lui, il se met à prier le walala, les machins, enfin tous ces types, et personne ne répond. Et comme personne ne répond, à la fin, il fait « Dieu de Clotilde », et c'est comme ça qu'il gagne. Donc c'est là, vous voyez, on est né de ça. Et alors, c'est extrêmement important parce que nous sommes nés d'une prière d'un homme de guerre, pendant la bataille. C'est ça notre être profond, d'un homme de guerre pendant la bataille et qui se réfère au Dieu de son épouse. Voilà, toute la France est là. Et la Déclaration des droits de l'homme, à côté, c'est plat. Hein. Merci. Croyez-vous possible la transformation radicale de l'esprit des élites qui nous gouvernent pour retourner à cette vocation de la France née de la prière de Clovis à Clotilde, enfin au Dieu de Clotilde? Alors, transformation radicale des élites, alors sûrement pas. Alors sûrement pas parce que les élites, ou alors il faut que les élites ne pensent pas qu'elles sont élites. Mais comme toutes les écoles, l'ENA, Sciences Po, les écoles de commerce, etc., Polytechnique, tout. Moi, j'ai beaucoup de respect pour tous les enfants qui passent par là. Bon, très bien. Mais on leur serine qui sont les meilleurs. Qui sont les meilleurs, qui sont le top du top du top du top. Bon. Et en plus, on leur dit, vous êtes des tueurs. Enfin, et alors, ceux-là, vous les changerez pas radicalement, sauf s'ils ont un énorme problème personnel. Bon. Mais ça, on peut pas trop le prévoir. Non, mais je pense que ça ne se passera pas comme ça. Une fois, j'avais dit, il y a longtemps, à Marie-France Garot, peut-être que les plus anciens se souviennent de Marie-France Garot, qui était une femme remarquable, enfin, notre seul homme d'État depuis très longtemps, et à laquelle d'ailleurs Philippe de Villiers rend un très bel hommage dans son livre dernier. Et Marie-France, je lui avais dit, elle m'avait dit, mais qu'est-ce que vous faites, monsieur, dans la vie? J'avais invité à prononcer une conférence, enfin, et je lui ai expliqué, je lui ai dit, écoutez, nous voulons essayer de former les élites de la nation. Nous voulons essayer de former les élites de la nation pour que les élites de la nation, finalement, refassent l'État et tout. Elle m'a dit, mais vous entendez quoi par les élites de la nation? Ben, je dis, les grands corps, le Conseil d'État, la Cour des comptes, la magistrature, bon, tout ce qui constitue l'armée, tout ce qui fait l'État. Si on arrive à prendre tout ça et à le monter ensemble, ça va faire un bel État. Elle me regarde, elle me dit, mais vous rêvez, jeune homme? Alors je lui dis, peut-être. Elle me dit, mais non, ils sont serviles par nature. Alors je lui dis, oui, mais enfin quand ils arrivent au sommet libéré, ils ont tellement pris le pli de la servilité. Elle me dit qu'ils n'y arriveront pas à s'en dégager.
Bon, elle m'a laissé sur ce constat un petit peu sévère, et je pense qu'elle avait raison. Donc, il peut y avoir, dans ces élites, et je le souhaite de tout mon cœur, des êtres exceptionnels qui se lèvent, mais c'est pas là que ça se fera, c'est dans les familles de France. C'est dans les familles de base. On dit que la famille, c'est la cellule de base. C'est ces familles-là, ce sont ces familles qui feront, si on le cultive dans ces familles, l'amour et la ferveur de la France, alors à ce moment-là, ça se fera. C'est pour ça que je dis aux jeunes, s'il y en a là-dedans qui ne sont pas mariés, il faut que vous vous mariez, vous ayez des enfants. Non, mais c'est vrai, hein. Puis que vous vous mariez, parce qu'il y en a marre. On voit tous les trucs, son compagnon, sa compagne, etc. Non, mais mariez-vous, enfin quoi. Il y a un moment où il faut prendre des décisions. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup, maître. Alors, nous allons maintenant passer à un autre exercice qui est d'entendre notre ami à tous, Hilaire de Crémier. Alors, il n'est évidemment plus très utile pour la plupart d'entre nous de présenter Hilaire, puisqu'il est l'âme et le cœur et aussi la tête de ce cercle Vauban qu'il a fondé, avec quelques amis, certes, mais dont il est certain qu'il n'existerait pas sans lui. Faut-il le rappeler, Hilaire est aussi le fondateur de Politique Magazine, dont le titre seul est un hommage rendu à la politique avec un grand P, ou plutôt aux politiques, ce grand art de la politique dont il s'agit pour lui de montrer que s'il n'est pas la fin de l'homme, il en est le moyen prioritaire et obligatoire. Incontournable, pourrait-on dire. Mais c'est un mot un peu galvaudé, certes, mais qui prend ici tout son sens, parce que certains, et souvent très proches de nous, dégoûtés par la politique, pensent pouvoir la contourner. Mais ils ne peuvent jamais y parvenir. La politique les rattrape toujours, comme ce fut le cas, par exemple, pour la Manif pour tous. C'est l'objectif principal de Politique Magazine de le montrer. C'est aussi l'objectif principal de la Nouvelle Revue Universelle, à laquelle Hilaire a pu et su insuffler une nouvelle vie. Et c'est encore et surtout l'objectif central de ce colloque. Mais il est temps pour moi de laisser Henri questionner Hilaire. Bonjour monsieur. Alors, première question que beaucoup dans cette salle se posent. Que veut dire le titre de ce colloque? Que veut dire ubériser la politique? Ubériser la politique, c'est, si j'ose dire, c'est vous qui me l'avez imposé. J'entends les jeunes du rouge et du noir. Et pour moi, j'étais au départ un peu réticent, puis j'ai très bien compris, avec mes amis, très bien compris votre intention, et j'ai trouvé ça finalement extrêmement plaisant comme idée. Dans le fond, de quoi s'agit-il? Il ne s'agit pas de prendre parti pour un libéralisme effréné ou de vouloir casser les professions organisées. Le débat va bien au-delà. Jusqu'à présent, précisément, ce mot « ubériser » a concerné essentiellement les secteurs sociaux et économiques. Eh bien, nous, et c'est votre idée à vous, on le transporte dans le domaine politique. Pourquoi resterions-nous prisonniers des schémas tout faits que nous impose la politique actuelle? Et pourquoi ce mot « ubériser », qui veut dire, dans le fond, remettre en cause, casser les carcans, ne serait-il pas utilisé également dans nos institutions? Alors, c'est d'autant plus intéressant que l'une des raisons de ce colloque, comme du colloque précédent, comme du colloque qui suivra, la raison de ce combat que nous menons, qui est un combat intellectuel, c'est que nous savons tous que la France est en crise, que cette crise qui est passée, qui est une crise, comme chacun sait, économique, financière, qui est également sociale, qui est maintenant politique, qui est bien sûr civilisationnelle, culturelle, elle aboutit maintenant concrètement dans les quelques années qui viennent, en raison du schéma électoral que l'on nous impose, et qui n'est pas forcément bon pour la France, eh bien,
la crise va devenir précisément institutionnelle. Alors, pourquoi ne pas penser autrement les institutions de la France? Et si le mal, précisément, était là? Car ce qu'il y a de navrant, c'est que, on le sait très bien, toutes nos républiques se sont effondrées. La première, on sait comment. Il a bien fallu trouver une issue. L'issue, ça a été Bonaparte, qui lui-même a fini à Waterloo. Bon. Et la Deuxième République a fini dans les bras d'un autre Bonaparte. La Troisième a fini dans un désastre militaire tel que la France n'en a jamais connu, l'Allemand allant jusqu'à l'abri d'Assois, et on l'a remis également à un militaire. Et puis la Quatrième, elle s'est achevée de la même façon dans une crise institutionnelle parce qu'on ne comprenait pas pourquoi il fallait changer de gouvernement tous les 3 mois. Et on ne comprenait plus ce qu'il pouvait y avoir de possible en politique extérieure comme en politique intérieure, à partir du moment où le gouvernement n'était plus qu'un va-et-vient perpétuel d'hommes qui s'étaient arrogé le pouvoir et qui se le gardaient entre eux selon des apparentements qui étaient des lois internes que le peuple français ignorait totalement. Et la Cinquième, elle en vient au même point. Elle a voulu s'en sortir dans sa constitution, c'était l'idée originale, d'en faire une monarchie républicaine. Monarchie, ça tient. Républicaine, c'est la question qu'on peut poser à M. Chevènement, c'est peut-être ça le vice interne. Lui, il s'imagine que c'est ça ce qui en fait la force. Non, la difficulté, c'est que ce n'est plus rien, d'ailleurs, ni de l'un ni de l'autre. Et si demain, nous avons un chef de l'État qui, par exemple, se trouve devant une majorité qui lui est complètement hostile, hypothèse qui n'est pas du tout invraisemblable, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on ubérise la politique. Je crois avoir répondu. Tout à fait. Alors, vos 2 précédents intervenants ont dit l'un que nous vivions dans un état totalitaire sournois et l'autre que les élites étaient pourries par nature. Comment fait-on pour bien gouverner? Ah oui, c'est la grande question. C'est la grande question. Voyez-vous, nous allons vers des élections régionales. Tout le monde a compris que ces élections régionales étaient déjà les élections présidentielles. Mais ce n'est pas possible. Pourquoi les régions seraient-elles tributaires, dépendantes d'une élection nationale? Il y a quelque chose de catastrophique. Mais c'était, il y a quelque temps, les élections municipales, mais c'était la même chose. Tout le monde est obligé, ne serait-ce que pour être investi, d'entrer dans un parti. C'est le parti qui définit votre idée. Du coup, que se passe-t-il? À l'heure actuelle, vous avez des gens qui présentent des idées. Vous avez autant de candidats, autant d'idées. Alors tout le monde a son paquet d'idées et c'est un programme, c'est programme contre programme. Et gouverner consiste à faire triompher un programme contre un autre programme. Est-ce que c'est inadmissible, seulement admissible? Ce peuple français dont Jacques et Henri tout à l'heure parlaient fort bien, ce peuple français, c'est certainement le peuple le plus intelligent de la Terre. Mais c'est le peuple à l'heure actuelle qui est certainement le plus mal gouverné de la Terre. Un peu comme le peuple athénien. On reproduit les mêmes erreurs. Et Aristophane s'en était bien moqué. Et il avait totalement raison. C'est grotesque. C'est le marchand de saucisses. Voilà. Alors on a des marchands de saucisses qui sont des marchands d'idées. Bon, très bien, mais le tout pour tout est promis à tout le monde. En réalité, gouverner, c'est s'occuper des intérêts supérieurs de la nation et de l'État. S'occuper des intérêts supérieurs de la nation et de l'État. C'est, dans le fond, extrêmement simple. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique ni l'ENA pour gouverner. Il y a besoin d'avoir beaucoup de bon sens, ce qu'ont eu la plupart de nos rois et même un certain nombre de nos hommes d'État de la République française. Ils savent très bien que quand ils sont devant une situation difficile, il leur faut d'abord réfléchir en conscience et prendre des décisions, comme l'a très bien tout à l'heure défini Henri Hude. Donc c'est cela. Et à quoi ça ramène? Dans le fond, c'est assez simple. Qu'est-ce que demande le peuple français, mais tous les peuples du monde? Ils demandent la paix intérieure et la paix extérieure. À quoi se ramènent les fonctions de l'État? Ce qu'on appelle les fonctions régaliennes. Ce mot régalien, je l'aime beaucoup, parce que c'est la seule manière d'introduire une certaine idée, que vous devinez et qui est comprise dans l'étymologie,
Et c'est amusant d'entendre un politicien qui affirme les valeurs républicaines et qui parle en même temps des fonctions régaliennes. Tous ces hommes politiques se traitent entre eux de politiciens, vous l'avez remarqué. Et quand il s'agit de réfléchir sur le fond, ça leur arrive quelquefois. Même Lionel Jospin, il y a quelques années, l'État ne peut pas s'occuper de tout. Il doit s'occuper d'abord des fonctions régaliennes. Alors il faut quelque chose de régalien pour exercer les fonctions régaliennes. Ça se ramène à la justice, dont Jacques Trémollet a parlé tout à l'heure. La justice. Les gens veulent avoir une justice, et une justice qui ne soit pas partisane. Pas partisane. Ils veulent également une sécurité intérieure qui ne soit pas également partisane, c'est-à-dire un règlement de compte. Oui, les gens ont eu peur quand on a fait une loi sur la sécurité, qui pourtant s'imposait, c'est évident, donner des moyens à nos services de sécurité. Mais tout le monde pense évidemment, et d'ailleurs c'est dans la loi, il y a un article qui de fait devient un article à possibilité ou à détente totalitaire, comme c'est pas croyable. Donc la paix intérieure, la paix extérieure, c'est-à-dire le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, et puis évidemment la paix extérieure, c'est-à-dire le ministère de la Défense pour la paix extérieure et le ministère des Affaires étrangères. Mais nous n'avons pas de ministère des Affaires étrangères. Nous avons un politicien qui s'appelle Laurent Fabius, pardonnez-moi de faire un tout petit peu de polémique, c'est pas l'objet de ce colloque, mais qui prend parti en fonction de sa formation personnelle et non pas du tout en fonction des visions françaises. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un seul de nos gouvernants à l'heure actuelle qui ait une véritable vision française? Le livre de Philippe de Villiers sur ce plan-là, il est amusant parce qu'il les montre tels qu'ils sont. Mais jamais, à aucun moment, ces gens-là n'ont eu des réflexions. Peut-être encore du temps de Mitterrand. Oui, Mitterrand avait lu Jacques Bainville, il avait lu Qui allait Tanger, il avait encore une certaine vision. Mais après, c'est déplorable. Donc, que faudrait-il? Au mieux 10 ministères. Qu'est-ce que nous avons besoin de cet ensemble d'administrations? Comme disait Anatole France, par la voix de M. Bergeret, nous savons bien en France, nous ne sommes pas gouvernés, nous sommes administrés. Nous sommes suradministrés. Vous avez des administrations, vous avez des ministères, mais personne ne sait quel est le ministre qui occupe la place de ce ministère. D'ailleurs, les noms sont invraisemblables. Et en plus de ça, ces ministères sont doublés par des agences, par des conseils, par des hauts conseils, des comités, des hauts comités où ces messieurs se placent. Et donc, gouverner, c'est enlever le pouvoir à quoi? À 50 000 personnes environ, qui se le sont arrogés, qui se le refilent, qui se le repassent. C'est comme ça, c'était comme ça sous la 3e, c'était comme ça sous la 4e, et c'est devenu comme ça sous la 5e. Gouverner, c'est ramener l'État à ses fonctions régaliennes, qui se ramènent à quelques ministères essentiels, et on peut y ajouter un ministère parce que ça a toujours existé en France, c'est-à-dire cette idée qu'il doit y avoir un projet national et par conséquent aussi une sorte de projet économique national. Et ça, c'est très dommage parce que ça aussi, on l'a cassé. Nous avions des merveilles en certains domaines, en particulier le nucléaire, et on est en train de tout casser. Donc c'est presque désespérant, et tout ça pour des programmes et des paquets d'idées. Gouverner, c'est s'occuper des intérêts supérieurs de la nation et de l'État. Et c'est surtout pas livrer l'État au clientélisme. Mais vous disiez tout à l'heure que donc toutes les élections intermédiaires étaient en fait des élections présidentielles. Que faut-il faire pour que la France soit mieux représentée à l'Assemblée, au Parlement? Faut-il pendre tout le monde ou faut-il repenser le système dans son intégralité? Alors pendre tout le monde, non. Non, parce que je pense qu'en réalité c'est très dommage. Quand vous étudiez, j'ai lu dernièrement le livre d'un de nos amis, Yves Morel, qui est d'ailleurs ici présent, sur l'histoire du radicalisme. Un livre passionnant, je le conseille aux étudiants en sciences politiques, absolument passionnant. On voit des gens remarquablement intelligents. Herriot, c'était loin d'être un imbécile. Ils sont entrés dans un système, alors c'était des normaliens, à l'époque il n'y avait pas l'ENA, mais c'était des inspecteurs des finances. Ils s'étaient accaparés le pouvoir, et c'est le système, on revient au mot ubérisé, le système, c'est quelque chose de très très simple à comprendre, mais les gens ne veulent pas le voir, on ne veut pas le voir. C'est un système qui fait que tout ce monde-là vit en vase clos et a une incapacité réelle de résoudre les problèmes. C'est vraiment tragique,
parce qu'ils auraient pu être aussi bien au service d'un État indépendant, un État libre, indépendant, et ces messieurs auraient eu, entre nous soit dit, plus de gloire d'avoir servi véritablement la France dans le cadre d'un État indépendant. Tandis que là, ils accaparaient l'État. Mais qu'est-ce qui reste derrière? Enfin, franchement, bon, très bien, bon maire de Lyon, soit. Bon, mais qu'est-ce qui reste derrière? Il a voulu mener à plusieurs reprises le combat contre les curés, comme si c'était ça l'essentiel de la République. Enfin, c'est totalement dérisoire. Et pendant ce temps-là, Hitler montait. Et personne ne s'en apercevait. Il y avait que Bainville et Maurras pour crier « Oh là, attention !» Bon. Alors, là, revenons à notre affaire. Oui, il faut représenter. Il faut donc faire l'inverse. Comment se fait-il? Mais on est allé très loin. Il y a encore sous la 4e, dans les débuts de la 5e, vous aviez encore des non-apparentés, vous aviez des maires qui étaient, qui étaient divers droite, divers gauche, peu importe, qui étaient sans étiquette. C'était merveilleux. Et aujourd'hui, vous êtes absolument contraint jusqu'au moindre clocher d'avoir une étiquette. Et le soir des débats électoraux, on est là, on compte... J'ai gagné la région, j'ai gagné tant de villes, j'ai gagné... Non, mais c'est pas possible. Et c'est des hommes de parti qui sont là et qui se disent, c'est le chef du parti qui dit « j'ai gagné, j'ai gagné ». Mais c'est exactement la situation la plus catastrophique qui puisse exister pour la France, parce que la France, elle est faite pour tout sauf pour ça. À chaque fois que le pouvoir de l'État a été cassé, qui s'est trouvé en minorité ou en infériorité, dans quelque régime que ce soit... les Français se sont disputés entre eux. Vous mettriez même deux royalistes ensemble, au bout de 10 minutes, ils se disputent. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça. On est fait comme ça, c'est les Gaulois, et César les a peints tels que nous sommes aujourd'hui. Et on se disputera sur n'importe quel sujet. Et il faut en tenir compte, c'est une richesse, c'est une très forte richesse. Le duc de Lévis-Mirepoix avait écrit un superbe livre sur les splendeurs et les misères de l'individualisme français. Et c'est une richesse, mais en même temps, à l'heure actuelle, c'est une faiblesse. Alors, pour revenir à votre propos, à votre question, pourquoi ne pas faire l'inverse? Et c'est ça la véritable subsidiarité. C'est-à-dire laisser les gens libres de choisir et en dehors du système des partis. Ça ne veut pas dire qu'il faille détruire les partis. Si les partis existent, alors évidemment, ils se subventionnent. Ben, les partis existent. Ce sont des gens qui veulent soutenir des idées. Bon, ben, très bien, celui-là est socialiste, celui-là est libéral. Très bien, il fait ce qu'il veut. Et puis, il n'y a pas de raison qu'on lui donne de l'argent en plus. Il n'a qu'à cotiser. Il faut les partis au niveau de leur cotisation et de leur représentation réelle. En réalité, vous avez en France une richesse prodigieuse à tous les niveaux. Tous les niveaux. Vous avez des chambres économiques et vous avez des chambres de l'industrie et du commerce, vous avez des chambres des métiers, vous avez des chambres d'agriculture, vous avez des conseils économiques et sociaux, maintenant environnementaux, et là vous avez des gens extrêmement capables, sauf quand c'est des prébendes qu'on se distribue, et tout ça double. Mais pourquoi? En France, ne décidera-t-on pas que les régions sont représentées par des gens de la région, et pas forcément sans étiquette? Et pourquoi dans chaque commune, pourquoi la commune, ce ne serait pas un homme qui est connu dans la commune, et qui, plutôt qu'un parachuté, et puis dont on sait qu'il fait du bien, et qu'il a l'autorité, il faut des qualités. Et entre nous soit dit, les députés qui sont compétents et qui ont des députés, mais qui ont des compétences et qui savent parler, qui ont de l'autorité, eh bien, ils n'y perdront rien. Ils se présenteront dans ce cadre-là. Il n'y a pas de raison d'avoir livré l'intégralité de la représentation au parti. Et donc, personnellement, et c'est une réforme que voulait le général de Gaulle, pas forcément d'accord avec tout sur le général de Gaulle, loin de là, mais il se trouve que c'est là-dessus qu'il est tombé parce que les partis ne le voulaient pas. Il est tombé alors qu'il voulait... il s'est attaché au Sénat. Moi, je pense qu'il aurait fallu faire l'inverse. C'est plutôt l'Assemblée nationale, mais c'est une idée un peu personnelle, c'est plutôt l'Assemblée nationale qui devrait être la véritable représentation des intérêts, mais à partir de la base, c'est-à-dire le vrai principe de subsidiarité. On ne laisse pas aux régions et en bas ce que l'État ne traite pas, ou ce que l'État, dont l'État se débarrasse. C'est important, et je pense que ce système, là, il n'y a pas le temps de développer, on peut le développer. Ça a été la réflexion des meilleurs. Je m'inscris dans la ligne d'un Latour du Pin, par exemple.
qui avaient beaucoup réfléchi sur cette question-là, sur cette question de la représentation, tous voyant bien que la France était en train de dériver vers le parti politique. Et peut-on expliquer également la médiocrité des partis et des hommes politiques en général par l'Europe, qui transforme les hommes politiques en exécutants de lois supranationales? Oui, parfaitement. C'est un immense sujet, mais je vais tenter d'y répondre. Bien sûr, il y a l'Europe. Mais avant de parler même de l'Europe, je continue sur un petit peu la question précédente pour m'expliquer davantage. Parce que c'est spécifiquement le problème français, le gouvernement et la représentation. En 2 mots. En 1789, la France était la plus grande puissance d'Europe et par conséquent du monde. Elle venait de donner la liberté à l'Amérique. C'était pas M. de Lafayette, c'était Louis XVI et Vergennes. Et le service d'État marchait fort bien comparativement à tous les autres pays. L'État royal fonctionnait avec un minimum de fonctionnaires et un maximum d'efficacité. Les intendants étaient tous des gens remarquables. Et malheureusement, tous plus ou moins pris par ce qu'on appelait là tout à l'heure la philosophie des Lumières, mais bon, remarquables. Toutes les nos grandes villes, Bordeaux, Poitiers. Je ne vais pas vous donner tous les noms des grands intendants. Gaxot a écrit un livre magnifique sur les intendants à la fin du XVIIIe, qui écrivait en plus de ça une langue magnifique. Eh bien, il y a eu un problème de représentation, incontestablement. Et Louis XVI s'en préoccupait. Et il avait tenté, avec Turgot, il avait tenté une représentation provinciale. Puis tous ces essais n'ont pas marché. Louis XVI a manqué d'avoir, je pense, de personnalité autour de lui assez forte pour assumer la volonté royale. Et il n'a pas eu de chance parce qu'il a vécu dans une époque très difficile. Donc on ne va pas accuser ce pauvre Louis XVI, mais malgré tout, ce que Bonaparte a fait, il aurait pu le faire. Et il l'aurait fait dans des conditions beaucoup plus humaines, qui nous auraient évité cette sorte de totalitarisme d'État, puisqu'on a employé le mot tout à l'heure, qui en est résulté. Mais l'idée si vous voulez, ce qui manquait, c'était une représentation. Alors on a fait appel à ces États généraux, qui étaient une archaïque institution. Il aurait fallu totalement la moderniser. Hein, on imagine là. Mais on a fait cela, et au bout de très peu de temps, ils se sont déclarés constituants. Je passe rapidement l'histoire. Mais ce qui est intéressant à retenir pour nous aujourd'hui, c'est qu'à peine se déclarant constituants, qu'ils se sont organisés en partis. Et du coup, la décision n'était plus dans l'Assemblée elle-même, elle était aux Cordeliers, aux Jacobins. Et l'important, c'était de prendre le pouvoir aux Jacobins pour ensuite prendre le pouvoir dans l'Assemblée, puis ensuite dans les comités de salut public, dans les différents comités, dont celui de salut public. C'est comme ça que Robespierre est parvenu au pouvoir. Et c'est terrible quand la République est incorruptible, parce que il vaut mieux qu'elle soit corrompue comme Barras. Après tout, elle est plus humaine. Mais c'est fascinant. On a loupé le coche. Et depuis lors... depuis lors, on n'en sort pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la France se remet et se livre au parti, on assiste à des guerres civiles larvées. Alors, heureusement, on ne se coupe plus le cou, mais... Alors, revenons à l'Europe, puisque j'ai un petit peu de temps. Revenons à l'Europe, mais c'est très intéressant. Je pense que le problème se pose comme en 1789. Et ça me fait penser à une phrase du comte de Chambord. Français, quand vous voudrez, nous reprendrons ensemble le grand mouvement de 1789. Eh bien, c'est ça ce que je pense, ce qu'il voulait dire. Et d'ailleurs, le premier qui a écrit une lettre sur les ouvriers, c'est pas le pape Léon XIII, c'est le comte de Chambord. Parce qu'il savait très bien que les ouvriers en France étaient malheureux, puisqu'ils étaient livrés à une loi qui était une absence de loi, précisément. Alors, revenons à notre propos pour l'Europe. Alors, voilà le grand mal de la France. Et ce mal est maintenant doublé d'un mal absolument comparable et au-dessus. C'est-à-dire que vous avez cette superstructure. C'est au moment où le marxisme s'effondre, où le saint-simonisme s'effondre, que peut-être Saint-Simon et Marx n'ont plus raison avec leur idée de structure et de superstructure. Quand nous étions étudiants, nous luttions intellectuellement contre cette idée un peu simpliste.
mais qui se révèle assez juste. C'est-à-dire que nous avons une superstructure qui est complètement déconnectée, tout le monde le dit, déconnectée de la structure. L'Europe, ça a été une manière pour les Français, parce que ça a été une idée française au départ, de Monnet, etc., de Schuman, ça a été une manière de... Bon, alors il y avait quelquefois de bonnes intentions, faire la paix, etc., très bien, mais ça a été une manière de transposer au niveau supérieur un schéma qui était exactement le même que le schéma français, c'est-à-dire en fait un schéma jacobin, au motif de la liberté. C'est ça qui est extraordinaire. On allait imposer la liberté. Alors la liberté économique, ensuite la libre circulation des personnes, la libre circulation des biens, la libre circulation... Et ça aboutit à quoi? À une superstructure que plus personne ne comprend, dont plus personne ne veut dépendre, et qui écrase l'indépendance de chacune des nations. La plus précieuse des libertés humaines, c'est l'indépendance de la patrie. Et maintenant, là-haut, vous avez par exemple un Parlement européen. Un Parlement européen, qu'est-ce qu'il représente au juste? On sait très bien qu'il ne représente même pas les nations. C'est faux. Plus rien n'est vrai. Les commissions, les différentes directions européennes, à quoi correspondent-elles concrètement? Quelles sont leurs fonctions? Et nous en sommes totalement dépendants, puisque nous sommes obligés d'appliquer les directives, tout ce qu'ils décrètent là-haut à Bruxelles, indépendamment des décisions de la souveraineté française. Et puis en ce moment, vous avez le traité transatlantique, enfin ça s'étend, on voit très bien que c'est une idée. Concrètement, l'Europe, bon, prenons trois points. Maastricht, bon, c'est un échec total. Ce n'est pas parce qu'on a renfloué la Grèce que le problème grec ne va pas se reposer, inéluctablement, et ça se posera pour la France pareillement. Schengen, c'est la libre circulation des terroristes, aussi bien que la libre circulation des travailleurs. On l'a bien vu avec le Thalys, l'affaire du Thalys. Et puis c'est ingérable, totalement ingérable. Et puis le troisième point, c'est le traité de Lisbonne qu'on a imposé frauduleusement, comme vous le savez. Et le traité de Lisbonne, quand vous le lisez de près, vous vous apercevez que concrètement, ça donne la souveraineté à l'Allemagne. Alors pour tout conclure d'un mot, l'Europe, on croyait que c'était une idée française, c'est devenu maintenant une idée germanique, qui correspond d'ailleurs tout à fait au génie germanique et à l'histoire, qui correspond à l'histoire. On leur a refilé un superbe cadeau. Mitterrand, qui était un homme intelligent, a cru bon, avec l'euro, de dire que ça sera une manière de lier l'Allemagne définitivement à la France. En fait, ça a lié définitivement la France à l'Allemagne. Et en deux mots, l'Europe a consacré un droit privé et commercial anglo-saxon, puisqu'ils ont fait un lobbying terrible. Et nous sommes maintenant... Nous n'avons plus notre droit latin, ou pratiquement, il est en train de disparaître et de s'effacer, et le droit public, un droit germanique. La plus précieuse des libertés, c'est l'indépendance de la patrie. Il faut que la France redevienne la France. J'ai répondu à votre question. Tout à fait. Merci beaucoup. Ainsi, nous avons ouvert les yeux. Grâce à Henri Hude, nous sommes du parti d'Antigone, résolument. Nous sommes du parti de la vérité, nous devons en vivre. Et c'est ainsi qu'on retrouvera le chemin du bien commun. Avec Jacques Trémollet de Villers, nous avons vu que la France existe. Sous la peau d'âne, il y a bel et bien une personne qui mérite d'être courtisée, d'être ressuscitée. On n'a pas le droit de désespérer de la France, et nous sommes du parti de Clovis, qui a eu le bon goût de reconnaître qu'elle était le vrai vainqueur. Avec Hilaire de Crémier, nous avons compris, nous avons développé le terme « ubériser la politique », qui paraissait peut-être un peu provocateur, mais qui avait son sens vrai lorsque on l'applique à la politique. Il faut penser, ouvrons les yeux, pensons autrement, ramenons l'État à ses fonctions régaliennes, respectons la subsidiarité, faisons maigrir les partis et ouvrons les yeux sur l'Europe qui ne mérite pas le pouvoir exorbitant dont elle est investie. Voilà pour ouvrons les yeux. Nous allons maintenant faire une pause et après cette pause, nous verrons comment, face à cet univers qui a de belles choses, mais aussi des choses très
tyrannique, totalitaire, comment ne pas subir? Comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, nous entamons la deuxième partie que j'ai intitulée « Ne pas subir », avec les témoignages successifs de 3 personnes qui représentent respectivement le monde de la politique, le monde de l'information et de la formation surtout, et le monde de l'entreprise. Voilà. Je passe la parole maintenant à Christian qui va présenter notre nouvel intervenant. Je vais essayer ce micro. Je sais qu'il y a des problèmes de micro. Est-ce que là, vous m'entendez bien, tous, et dans le fond? Oui, c'est bon? Bon. Alors, monsieur le maire. C'est lui. La première chose que l'on sait de vous concernant vos relations avec la population de votre ville, c'est qu'elle vous élit et réélit avec des scores qu'on pourrait qualifier de soviétiques. Pas encore. Avec vous, les listes qui vous sont opposées ne peuvent même pas espérer être présentes au second tour, tout simplement parce qu'il n'y a pas de second tour. C'est vrai. Vous êtes élu dès le premier avec plus de 60% des voix. Et votre ville est exemplaire à bien des égards. Quand on voit ce que vous y faites et le langage que vous y tenez, on se prend à rêver que la France entière soit gouvernée de cette manière. Ce serait invivable. Et qu'elle s'inspire de vos principes d'action et de vos méthodes de travail. On se doute cependant que pour vous, rien n'est simple. Ce totalitarisme dont on a parlé tout à l'heure, vous en avez, vous, une expérience vécue. Pourtant, malgré les pièges et les obstacles, vous maintenez votre cap. Le Vendéen que vous êtes s'est engagé avec une totale détermination pour le service du bien commun. C'est pour ça que votre témoignage nous est particulièrement précieux et c'est Thibault qui va le recueillir. Merci. Monsieur le maire, bonjour. Alors tout d'abord, il semble que pour vous, devenir maire n'était pas un simple choix de carrière politique, mais correspondait davantage à une véritable vocation. Alors pourriez-vous évoquer brièvement avec nous cette vocation et peut-être en premier lieu vous présenter ? Merci de m'avoir invité cet après-midi à témoigner devant vous. Cette question est un peu une question personnelle. Je ne me suis jamais rasé en me disant que je serais maire de Montfermeil, je vous rassure. Et je préfère dire que Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Je suis un pur produit de l'échec scolaire républicain, traîné de force jusqu'à l'âge de 16 ans à l'école. Seule la marine marchande a voulu m'accueillir et accueillir l'adolescent violent que j'étais. 10 ans de tour du monde, la découverte de Jean-Paul II, de la doctrine sociale de l'Église, l'IRCOM, et ensuite salarié à Montfermeil. Et pour Jacques, qui m'a connu bien plus jeune, voilà, c'est de quoi je parle. Et donc, je ne crois pas, et encore à Montfermeil, différentes responsabilités, jusqu'à ce que Pierre Bernard, qui a été évoqué tout à l'heure, maire honoraire de Montfermeil et ancien député de la Seine-Saint-Denis, à un moment donné me dise « Veux-tu prendre ma suite ?» alors que je venais de finir un DESS de gestion d'entreprise pour repartir dans le privé. Ce que je veux dire, c'est que j'ai eu cette chance-là, à défaut de cet itinéraire qui peut paraître chaotique, d'avoir été louveteau et scout. Et j'ai appris 2 choses qui ne m'ont jamais quitté dans ma vie pour le coup, à défaut d'avoir le bac et le BEPC, c'est de faire de son mieux et d'être toujours prêt. Et qu'à tous les jeunes que je peux rencontrer dans ma commune qui sont en échec, je leur dis au moins essaye de tenir à ces 2 choses-là, tu verras, tu t'en sortiras. Si tu peux avoir des diplômes, profites-en. Et on s'aperçoit que finalement, tous les épisodes de sa vie, toutes les rencontres humaines que l'on a pu faire, toutes les lectures que l'on a eues, tout cela a un sens. C'est après qu'on s'en rend compte. Alors je ne sais pas si c'était par carrière, je ne le crois pas, mais c'est progressivement en essayant de faire correctement ce que j'avais à faire au fur et à mesure que cela m'était demandé dans mes différentes responsabilités, que j'étais amené à accepter celle de maire de Montfermeil, et quitte à le faire, à essayer de le faire bien. Si la vocation, c'est une forme de perfection dans son devoir d'État,
on a tous une vocation et on a tous un devoir d'État et il n'y a rien d'exceptionnel à être maire, même si c'est le métier entre guillemets, le plus passionnant du monde puisqu'on fait 40 métiers à la fois. Et pour finir sous forme de boutade, la seule compétence qu'on demande à un maire, c'est d'être incompétent, mais incompétent dans tous les domaines. Voilà. Alors, voilà. Et puis, pour finir sur une note beaucoup plus sérieuse et que je tiens à dire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de communautés qui prient pour la ville de Montfermeil, qui prient pour leur maire. Cette ville a été consacrée par Pierre Bernard au Sacré-Cœur. Je renouvelle chaque année cette consécration et que là aussi, c'est, je dirais, une poutre maîtresse que je voulais également vous indiquer pour répondre à votre question. Alors merci beaucoup monsieur le maire. Vous n'êtes pas l'édile de n'importe quelle commune. Vous êtes maire à Montfermeil en Seine-Saint-Denis au cœur du fameux 9-3 qui fait très souvent la une des journaux. Pouvez-vous nous expliquer votre ville en quelques mots? Quelles en sont les particularités? Le mot Seine-Saint-Denis est si joli par rapport à 9-3 que je préfère nettement son emploi. Et de surcroît, c'est le seul département qui a un nom de saint dans son nom. Alors profitons-en. Voilà. Montfermeil, très rapidement, 15 km de Roissy, 15 km de Paris, 15 km de Marne-la-Vallée. C'est juste pour situer géographiquement la chose. Des fois, je dis à côté de Clichy-sous-Bois, 2005, les émeutes. Ah, ça y est, on voit où c'est. Donc, ça y est, tout le monde a vu où c'était. Nous sommes d'ailleurs en intercommunalité avec la ville de Clichy-sous-Bois, qui est une ville de gauche. J'en reparlerai tout à l'heure. Je ne vais pas m'appesantir sur les caractéristiques physiques, mais plutôt démographiques. C'est une ville qui est structurée exactement comme le département de la Seine-Saint-Denis, à savoir pour 27 000 habitants, un tiers de population étrangère, titulaire d'un titre de séjour, un autre tiers de population française sans aucune ascendance française et encore très fortement enracinée dans les cultures d'origine, avec plus de 40 nationalités différentes, et un autre tiers français, avec des ascendances françaises, français de souche pour prendre cette expression rapide, plutôt vieillissant, plutôt déménageant. Le taux de natalité des deux premiers tiers est du double de celui du troisième tiers, ce qui fait 4 enfants pour 1. Ce qui fait que dans les écoles de la ville, nous sommes entre 60% et 90% d'enfants qui sont, je dirais, ou français ou pas français, c'est pas le sujet, mais issus ou très inculturés dans des cultures étrangères, et notamment des cultures qui doivent à l'islam leurs fondamentaux, sur 40 nationalités différentes. Donc nous sommes effectivement sur une ville avec des bascules démographiques, comme le département de la Seine-Saint-Denis, comme d'autres lieux encore en France, sur des bascules démographiques et des bascules culturelles sans précédent dans l'histoire de France. Et je dis sans forfanterie, sans orgueil, que nous sommes aux avant-postes de l'histoire de France, avec ce qui se passe actuellement dans les banlieues. Voilà très rapidement la description de cette ville, et comme ça vous pourrez voir à peu près autour de quoi j'essaye d'articuler l'action que nous menons avec mon équipe municipale. Alors quelles sont vos méthodes de gestion? Quels en sont les traits saillants? Et pensez-vous que ces méthodes soient transposables à l'échelon national? Alors je ne sais pas si elles sont transposables à l'échelon national, quoique, il y aura sans doute quelques modifications à y apporter, mais je voudrais vous parler de trois sujets. Une méthode d'ordre général, le fond sur lequel j'essaye d'enraciner ma réflexion et mon action, et puis je passerai très rapidement en revue quelques compétences qu'un maire peut avoir sur sa commune et de vous dire l'éclairage que j'essaye de lui donner. La technique est une chose, mais le principe qui sous-tend la technique est, me semble-t-il, de loin la chose la plus importante. Sur la méthode générale, j'aime bien ces trois mots, vérité, vision et volonté. Un moment de vérité sur soi, c'est tout simplement faire la liste, c'est tout simple, des atouts, des faiblesses de sa ville et de ce que j'appelle, moi, les enjeux stratégiques, mais j'ai entendu tout à l'heure les enjeux supérieurs ou les intérêts vitaux. Ce sont des termes qui veulent bien dire ce qu'ils veulent dire. Donc un moment de vérité, atouts, faiblesses, enjeux stratégiques. Ensuite, une vision. Nous exerçons 40 métiers et nous avons projeté à 20 ans ces 40 métiers. Que voulons-nous en termes de politique culturelle dans les 20 ans qui viennent ?
Que voulons-nous? Pourquoi 20 ans? Parce que le premier mandat, 6 ans, on défriche, les 6 autres années, je dirais, on réalise, et le troisième mandat, éventuellement, on finit de réaliser, et on essaye surtout de se repositionner pour le coup d'après, et pas de s'endormir sur ses lauriers. Et donc, le troisième mandat, celui que je vis actuellement, est le plus dangereux et le plus difficile à vivre. Il faut finir ce qu'on a commencé et déjà anticiper sur les 20 ans à venir. Donc, une vision à 20 ans. Et puis ensuite, une volonté partagée. Et donc, ce programme que nous avons établi, il a été établi avec tous les élus, avec la direction générale, communiquer au personnel communal, communiquer à tous les habitants de la ville et communiquer à tous les partenaires de la ville, conseil général, régional, la CAF, les préfets, les ministères divers et variés, enfin tous les partenaires d'une collectivité. Pour qu'à chaque fois que le maire de Montfermeil vient réclamer une chose, chacun sache que ce n'est pas un caprice, mais que ça participe à un plan dûment, je dirais, porté politiquement par la population, par les élus, mais que ça vient... Voilà, c'est un tout qui se construit et c'est pas un caprice, etc. Ce qui fait qu'en l'espace de quelques années, j'ai pu multiplier par 4 le budget d'investissement de la ville. Non pas que la ville a été plus riche, mais que j'ai pu effectivement mettre tout le monde au même diapason de la même histoire et de la même ambition, de la même vision, de la même volonté, et que chacun a eu plaisir à participer à une histoire qui se lisait, qui était crédible et qui portait et qui avait du sens. Voilà. Ensuite, toujours partir de la réalité comme elle est, et non pas telle qu'on voudrait qu'elle soit ou qu'elle ne soit pas. Là aussi, c'est difficile, on a toujours une part d'idéologie dans sa tête, on aimerait que certaines choses existent ou que d'autres n'existent pas. Là, il faut se forcer à prendre les choses telles qu'elles sont. On a une ville telle qu'elle est, voilà. Et puis, deuxième règle, dans mon équipe municipale, chacun est libre de militer dans un parti politique, sauf que le premier qui dit « au nom de tel parti politique, je pense que », il sait que c'est dehors. Donc c'est plutôt dehors qu'on milite politiquement, et c'est pas illégitime qu'on puisse participer à la vie d'un parti politique. Moi-même, je participe à la vie d'un parti politique, mais ce n'est pas le parti politique qui doit faire intrusion dans les décisions de la ville, c'est la responsabilité d'élu au regard d'une réalité et d'un bien qui est propre à la ville et qui n'est pas propre au parti. Le premier qui inverse les choses, eh bien, il sait que c'est ailleurs que ça se passe, et donc ça se passe très bien de ce fait-là. Sur le fond, maintenant. J'ai eu la chance, j'ai parlé tout à l'heure de rencontres humaines, j'ai aussi rencontré un certain nombre d'auteurs, de textes qui, je dirais, et à chaque fois, j'ai dit, là, garde-le, parce que tu dois t'appuyer sur ce texte pour justifier un certain nombre de tes actions. Sur la question de la participation à un parti politique, avant de prendre une carte, éventuellement un parti politique, il y a une lecture obligatoire. C'est Simone Veil, note pour la suppression générale des partis politiques, juin 40. Une fois que vous êtes vacciné à Simone Veil sur les partis politiques, vous pouvez en toute tranquillité et sans forcément vous faire intoxiquer, prendre... voilà. Après, vous savez ce qu'il faut en penser, et comment agir, et comment ne pas se faire avoir. Bien. Chose toute bête. Sur le comportement au quotidien à avoir avec les personnes de culture, de confession musulmane. Un texte, je le connais presque par cœur, la lettre de Charles de Foucault, 29 juillet 1916, à René Bazin, qui posait la question à Charles de Foucault, les musulmans peuvent-ils être français? Et Charles de Foucault répond en 3 pages, une lettre en 3 parties, sublime, remarquable. Voilà, celle-là, elle m'habite, et c'est ça qui me permet, ainsi que mon épouse, qui est très investie avec moi sur le quartier des Bosquets, eh bien, cette cohabitation exigeante et fraternelle à la fois avec les personnes de culture ou de confession musulmane. Sur la question de l'immigration, et si vous voulez aller sur le site de la ville ou sur Facebook, il y a un texte sur l'immigration qui est tiré d'un document de la Commission pontificale Justice et Paix, qui est de 89, où tout est dit en un seul paragraphe, et je le développe dans mon éditorial, sur la question des réfugiés et de l'immigration. Et là, je pense qu'il y a... Et ce texte m'a permis, lorsqu'avec Pierre Bernard, il avait été fait référence de ce que Jacques ait eu à défendre Pierre Bernard, lorsque moi-même j'ai été interdit de lecture pendant 3 ans dans ma paroisse, lorsque j'étais obligé de démissionner d'un certain nombre de responsabilités dans l'enseignement catholique, eh bien, quand tout se liguait, ce texte-là m'a dit non, même si c'est incompris, par rapport au bien commun de la ville, Pierre Bernard et moi-même, qui était son directeur de cabinet, avons bien fait d'agir de la sorte. Et ça sert des fois d'avoir des textes sur lesquels on puisse se reposer et avoir sa conscience en paix, à défaut de sa vie personnelle.
Pour la question de la manière de se conduire avec son personnel communal, j'aime beaucoup cette histoire que vous connaissez tous des 3 tailleurs de pierre. Je taille une pierre, je construis un mur, je construis une cathédrale, et je m'ingénie à toujours dire à mon personnel communal, quelque humble soit la tâche qu'ils aient à faire, eh bien ce à quoi ils participent, et ça c'est des choses qui ne me quittent pas. Sur la question de l'enracinement, de l'identité, un simple proverbe. Pour être quelqu'un, il faut être de quelque part. Donc comment, à partir du patrimoine de la ville, de l'histoire de la ville, à travers les centres de loisirs où nous avons des centaines et des centaines de nos gamins, on essaie de redonner des racines à tous ces gamins, alors soit qu'ils n'en aient pas entendu parler, soit qu'ils en aient également d'autres. Il ne s'agit pas d'aller en concurrence avec les autres, mais de venir dire que s'ils ont des racines ailleurs, ils ont maintenant des racines aussi qui sont à Montfermeil, et le patrimoine de la commune, le son lumière, le défilé des cultures, etc. Y participent, j'y reviendrai peut-être rapidement tout à l'heure. Sur les questions sociétales, et Dieu sait si un maire, en plus de surcroît président d'un conseil de surveillance d'un hôpital, est confronté, eh bien ce sont les points négociables qui ont été donnés par nos évêques. Sur les relations sociales, là aussi un petit proverbe que j'aime beaucoup, de la connaissance vient la reconnaissance, et la reconnaissance dans les 2 sens du terme. Je te reconnais une différence, et je te remercie de ce que tu m'apportes par ta différence. Voilà. Et là aussi, on essaie de le décliner au niveau de la commune. Voilà. Ensuite, bien sûr, à partir de ces pierres, il faut avoir d'autres lectures de fond pour étayer, pour argumenter, pour discerner, pour déceler. Enfin, il faut nourrir tout cela. Mais en tout cas, il y a un squelette à partir duquel vous pouvez construire. Et puis, également cultiver des lectures de différentes opinions. Car en politique, vous n'êtes pas toujours sur la même longueur d'onde que votre voisin. Et votre voisin, vous ne l'avez pas forcément choisi en politique. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de vrai chez l'autre ? Et en toute erreur, il y a une part de vérité. Je le crois profondément. Et donc, à partir de quoi je peux partir, ce sur quoi je peux, sans trop de danger, travailler avec quelqu'un que je n'ai pas choisi, et peut-être avec le temps, progressivement l'amener à d'autres considérations. Mais lorsqu'il y a un maire socialiste et un maire de droite qui vivent les émeutes ensemble et qui doivent plaider d'une seule voix, ben, ils ont plutôt intérêt à regarder ce qu'ils ont en commun et à travailler à partir de là, et à laisser de côté intelligemment ce qui les sépare pour préserver ce qu'ils ont en commun, ce qu'ils peuvent apporter à leur population. Et en toute situation, eh bien, toujours essayer de voir la part de vrai à partir de laquelle on peut travailler et évoluer. Voilà ce qu'on peut faire ensemble. Et puis après, très rapidement, là je vais rentrer davantage sur des compétences du maire, par exemple en termes d'urbanisme et de logement. Alors, je pourrais vous parler d'urbanisme et de logement. Je vérifie moi-même tous les permis de construire. Je suis devenu presque un architecte à force de rajouter tout ce qu'il faut pour que les immeubles soient beaux, fonctionnels, logeables, etc. C'est pas le sujet. Moi, j'ai 2 mots, dignité et fierté. Et quand on a mis 300 millions d'euros, 350 millions d'euros pour casser 1000 logements sur 1500 et les reconstruire correctement, et qu'on a redonné dignité et fierté à plus de 6000 personnes, eh bien là, je dirais, vous n'avez pas perdu votre temps, et c'est ça qui compte, et l'ambiance a complètement changé avec les mêmes personnes. Voilà. Sur la question de la culture et des fêtes conviviales, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, connaissance, reconnaissance. Voilà. S'il n'y a pas de connaissance entre nous, on ne peut pas se reconnaître et on ne peut pas être reconnaissant. C'est impossible. Et donc, par exemple, la fête des voisins, qui est une superbe invention, à Montfermeil, il y a 30 points de vente. J'appelle ça des points de vente pour rigoler, mais il y a 30 endroits où les gens se réunissent. Eh bien, c'est sûr que le lendemain, on ne se croise pas de la même manière. Le défilé des cultures et créations, 2005, les émeutes, une ville fracassée sur elle-même, images fracassées, défilé de mode, représentation du corps en public, du string à la burqa, il y a toutes les nuances intermédiaires quand même. Bien, on met d'accord tout le monde, et on fait ce défilé en 2 temps. Chaque communauté défile en habit traditionnel. Voilà, je suis fier de montrer ce que ma culture a produit de plus beau en termes d'habits. Si je m'arrêtais là, je ferais du communautarisme. Mais si je continue, et si on fait la première partie, on fait la seconde. Et si on fait la seconde, on fait la première partie. Eh bien, c'est création originale d'habits sur une idée donnée par la commune. Alors, ça peut être des noms de rues. Ça tombe bien, le quartier qui a brûlé, c'est Picasso, Utrillo, Degas, Derain et compagnie. Donc, à charge pour tout le monde d'aller plonger dans ces œuvres picturales majeures et de se les approprier, de les manger, j'ose le terme, et de les restituer avec leur génie, leur sensibilité propre. Eh bien, voilà. Puis une autre fois, c'était les monuments de Paris. Alors, il y avait le Panthéon, il y avait la Tour Eiffel, mais il y avait aussi Notre-Dame de Paris et le Sacré-Cœur. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et quand on communie autour du beau, et que toutes les communautés sont là, et que le gymnase est comble, eh bien, je dirais, on ne se croise pas de la même manière. Donc, tout ça, voilà, connaissance, reconnaissance à travers la culture et toutes les fêtes conviviales. Sur l'éducation, moi, j'ai une seule question. Quand je vois tous les jeunes qui sont en échec scolaire, quel est ton talent?
et comment je peux t'aider, à travers les fonctions qui sont les miennes, à révéler ton talent. L'école, le cours Alexandre Dumas, qui est une voie originale pour essayer de récupérer tous ces enfants qui sont en souffrance par ailleurs, et je n'accuse personne, et encore moins les personnels de l'éducation nationale, les personnels en tout cas, eh bien voilà, c'est un début de réponse, etc. etc. Je suis peut-être trop long? Non, ça va? Ok, pardon. Sur la question de la sécurité, et que je ne découple pas de la lutte contre la fraude aux documents divers et variés, je ne peux pas exiger que que les étrangers soient respectés si je ne suis pas capable de faire respecter par les étrangers la loi du pays. Donc je suis d'autant plus fort vis-à-vis d'une population qui pourrait être agacée de certains comportements ou de certaines choses, de leur dire non, je vous demande à Montfermeil de respecter toutes ces personnes, parce que moi je me suis assuré qu'elles respectaient également nos lois. Et à ce moment-là, je dirais, le dialogue il est tout autre. Et on n'est pas sur une opposition, on est sur toute autre chose. Encore faut-il pouvoir le faire. Quand c'est l'État, je dirais, qui lui-même manque à son devoir de sécurité ou à la lutte contre les fraudes, eh bien, il organise quoi? Il organise la confrontation plutôt qu'organiser la paix. Et donc, à ce moment-là, c'est le maire qui se substitue, même si des fois, il est un peu borderline. Sur la qualité de l'espace public, la beauté sauvera le monde. Voilà, donc on est une ville, une des plus pauvres de Seine-Saint-Denis. Je ne lésine pas sur la qualité de l'espace public. C'est une ambiance permanente qui est offerte à tout le monde et qui produit des effets sur tout le monde. La beauté sauvera le monde. Sur le patrimoine local, la culture et la linguistique, la question d'enracinement, j'en ai parlé tout à l'heure. Sur la politique de la ville, faire connaître, j'ai 3 priorités dans la politique de la ville, c'est la linguistique, l'aide à la parentalité et puis la culture. Je ne vais pas développer, c'est pas le sujet, mais en fait derrière c'est quoi? C'est faire connaître et aimer. Et quand on aime, on respecte. Donc je n'ai même pas besoin de rajouter le mot respecter. Faire connaître, faire aimer. Et on prend tous les moyens possibles pour faire connaître et faire aimer, parce que derrière, eh bien, il y a du respect. Sur l'écologie intégrale, eh bien, c'est aussi bien la transition énergétique, et je suis devenu doué là-dedans, c'est marrant, mais c'est aussi les points non négociables. Et je reviens pour un maire, mariage, pour un président de conseil de surveillance, toutes les questions ayant trait à l'avortement et à l'euthanasie dans un hôpital de 650 lits, c'est pas neutre et c'est pas toujours facile à vivre. Voilà. Alors, à partir de là, la politique requiert aussi une certaine habileté, prudent comme la colombe et rusé comme le serpent. Voilà. Autre chose, je le dirais peut-être tout à l'heure, faites-vous des amis avec les biens d'iniquité, c'est rarement commenté dans les chairs, mais voilà. Pousser à l'extrême, c'est la corruption, mais avant la corruption, c'est faites-vous des amis avec les biens d'iniquité. Et donc, c'est le jeu d'échecs d'Henri tout à l'heure, et je crois qu'effectivement, il y a voilà, je pense que le jeu d'échecs est la bonne comparaison qu'il faut prendre pour cela. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire. Vous avez évoqué votre action. Parlons maintenant des principaux obstacles que vous rencontrez dans cette action, à la fois à l'intérieur même de la commune, je pense notamment à la délinquance, mais aussi à l'extérieur, avec peut-être parfois des interventions abusives de l'État qui pourraient brider la liberté du maire. Eh bien, au risque de vous décevoir, je ne souscris pas à votre interrogation, légitime, mais je ne la conteste pas. Quelles qu'aient été les sensibilités politiques de mes sous-préfets, de mes commissaires de police, de mes ministres, de mes directeurs de cabinet, enfin, mais c'est pas à moi, mais des directeurs de cabinet que j'ai pu rencontrer, etc., etc., pas un. Alors peut-être parce qu'il y avait les émeutes de 2005 et que ça aide. Est-ce que, voilà, si le maire a une bonne recette pour que ça ne recommence pas, on est preneur. Ça aide, j'accepte. Mais pas un ne m'a mis de bâton dans les roues. Et encore plus, certains fonctionnaires et très hauts fonctionnaires m'ont dit « Monsieur le maire, là-dessus, on vous aidera. » Alors avec toute la prudence qu'il faut, tout l'habillage qu'il faut, mais on vous aidera. Alors que ce sont, je dirais, au regard des partis politiques qu'ils pouvaient représenter ou des idéologies qui peuvent être derrière les partis politiques qu'ils représentent ou le gouvernement qu'ils représentent, c'est des choses tout à fait antinomiques. Mais dans la mesure où ce n'est pas un caprice, ou que ce n'est pas une revendication idéologique du maire de Montfermeil, que c'est fondé au regard d'une situation, d'une réalité, et qu'en plus, au bout de 13 ans, ils se sont quand même aperçus d'un certain nombre de choses en termes d'ordre public, en termes de délinquance, en termes de sérénité, en termes de parcours professionnel, en termes d'épanouissement personnel d'un certain nombre de familles, de mamans, etc., etc. Enfin, ils ont quand même des yeux aussi pour regarder. Je n'ai pas eu cela.
Alors, il faut éviter effectivement de se mettre dans des situations dans lesquelles on est sur des jeux de posture, parce que là, c'est mortel. Voilà. Donc, des fois, certains médias, certaines émissions de télévision sont difficiles parce qu'effectivement, on peut très rapidement rentrer sur des jeux de posture. Et là, c'est stérile. Mais voilà. La lettre de Charles de Foucault, dont je vous ai parlé tout à l'heure. En 2005, après les émeutes, on a été débriefés individuellement par l'Intérieur, Matignon et l'Élysée. Les deux directeurs de cabinet, Intérieur, Matignon, et le secrétaire général de l'Élysée de l'époque. Moi, je suis venu avec une petite chemise, elle était rouge, et dans laquelle il y avait une seule feuille. Cette feuille-là, c'était la lettre de Charles de Foucault. Et je leur ai dit à chaque fois, tout est là, le reste est de la littérature. Premièrement, personne n'a ri. Deuxièmement, ils ont tous pris le temps devant moi de lire la lettre de Charles de Foucault. Et tous m'ont dit, de la même manière, Monsieur le maire, c'est vous qui avez raison, un temps de silence, mais comment le dire? Voilà. Et je peux vous dire que la haute administration, et même bon nombre d'hommes politiques, sont dans un véritable désarroi au regard d'une situation qui leur échappe. Soit ils se rassurent et ils restent dans la posture, soit à un moment donné, je dirais, leur intelligence, leur cœur et leur conscience leur montrent bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Et donc quand vous venez, non pas les agresser, mais venir faire une proposition sereine que vous avez essayé d'expérimenter tranquillement sur votre ville, eh bien ils sont plutôt preneurs et plutôt enclins à vous aider. Voilà, et c'est dans ce sens-là que j'ai toujours pu travailler jusqu'à maintenant, je dis bien jusqu'à maintenant. Peut-être que le climat politique se raidira à un moment ou à un autre sur une question ou sur une autre, probable, possible, je m'y attends, enfin je m'y prépare, je m'y attends si ça doit arriver, mais jusqu'à maintenant, voyez-vous, je n'ai pas eu cela, plutôt une coopération, et des fois très discrète en disant ok monsieur le maire, on a compris, on vous aidera, même si c'est pas dans la posture habituelle de l'équipe en place. Et à propos des obstacles à l'intérieur même de la commune? Il y a des obstacles tous les jours, mais il n'y a que des obstacles, mais un obstacle c'est fait pour être sauté, donc on passe son temps à sauter les obstacles, on passe son temps à... Et puis si on ne peut pas passer là, on passe à droite, si on ne peut pas passer à droite, on se débrouille, enfin je dirais, c'est un métier d'inventivité, voilà, il y a plein de trucs, et puis le cours Alexandre Dumas, maintenant je peux en parler, le cours Alexandre Dumas, je l'ai souhaité. Tous les actes que j'ai commis pour le permettre ont été déférés au tribunal administratif par mon opposition. Sauf que c'était leur électorat qui y mettait leurs enfants. Et que même des élus de villes d'à côté, qui n'étaient pas de mon bord politique, et qui étaient plutôt du bord de ceux qui avaient déféré mes actes au tribunal administratif, y avaient mis aussi leurs enfants. Voilà, c'est tout. Donc à 15 jours de l'audience, ils se sont désistés, et puis c'est tout, et puis ça en est resté là. Et je vais pas crier cocorico victoire, ça serait stupide. Je suis heureux que tout le monde ait constaté que finalement ça rendait un service et quelle que soit la sensibilité des uns et des autres, il y avait un vrai service qui était rendu. C'est tout. Mais voilà. Et donc je dirais les choses se désamorcent. Et le fait d'avoir travaillé avec une ville de gauche, si j'avais travaillé seul, peut-être que je ne pourrais pas dire les mêmes choses et peut-être que je n'aurais pas eu les mêmes, non pas succès, parce que restons prudents, mais le même travail. Parce que quand j'étais avec Claude Dillin, sénateur et ancien maire de Clichy-sous-Bois, avec lequel j'avais une véritable amitié, une amitié intellectuelle, je regardais comment il faisait, j'étais pas forcément d'accord sur tout, c'est sûr, c'est vrai, mais je regardais aussi comment il faisait. Bon, et peut-être que Clichy regarde aussi comment on fait. Et je m'aperçois, et j'ai quelques exemples précis, que maintenant, voilà, ils sont plutôt en train de s'organiser comme à Montfermeil sur un certain nombre de sujets parce qu'ils ont vu que ça portait des fruits. Et que peut-être moi aussi, j'ai su revenir sur des considérations plus de personnes humaines, plus de proximité, que voilà, et il y a une fécondité. Et donc, les gens ne s'y trompent pas. Et la grande qualité, je dirais, et ce sur quoi peut-être, parce que quand Hollande fait 53% et que je fais 63% un an après, il y a bien eu des transferts quelque part. Eh bien, il y a beaucoup de Montfermeillois apprécient que j'ai su m'entendre avec un maire de gauche de la ville d'à côté sans qu'on se dispute. D'ailleurs, ça m'a été cruellement reproché par l'UMP et ça continue à l'être encore aujourd'hui parce qu'effectivement, les partis politiques ne peuvent plus être dans leur posture de combat, mais ils sont en train de... Il y a deux mecs qui s'entendent, ils sont même pas de même bord, donc on peut pas cogner sur eux, on peut pas... Voilà. Et on paralyse le jeu. Oui, d'accord. Mais la population, elle nous essaie gré et voilà. Et je crois que c'est plutôt gagnant pour tout le monde. Voilà, très rapidement. Alors, vous parliez tout à l'heure d'urbanisme, vous parliez également donc de sécurité, d'éducation avec le cours Alexandre Dumas. Pas que, j'aurais pas. Alors, pardon, je vous coupe tout de suite.
J'ai parlé de cours Alexandre Dumas, mais en tant que maire, il faut savoir que de 0 à 25 ans, nous sommes finalement tout le temps en contact avec les jeunes. Dès la PMI, la crèche, les haltes garderies, les garderies du matin à l'école, les centres de loisirs, les associations sportives, culturelles, la mission locale, en gros de 0 à 25, voilà. Et donc, PMI, c'est avec le département. Les crèches avec la caisse d'allocation familiale. Bref, on est sur des... on peut travailler en silo. Donc là, j'ai tout réorganisé et en fait, j'ai un service qui me suit les enfants de 0 à 25 ans. Et donc, dans la continuité de l'accompagnement que l'on a auprès des enfants et des familles, eh bien, on a rebâti une politique éducative en direction des enfants et également en direction des parents pour leur donner toutes les aides possibles et imaginables sur les questions qui peuvent se poser pour avoir un continuum. Voilà, pareil, la réforme des rythmes scolaires, le maire jusque-là, il était bon uniquement pour chauffer les classes, les éclairer, les repeindre. Ok, mais avec la réforme des rythmes scolaires, on a pu commencer à s'occuper de pédagogie. Et donc pour moi, c'était une bénédiction, ces rythmes scolaires. Et ça permet, effectivement, d'articuler ces projets avec ceux de l'école. Mais voilà, donc une école qui me dit, monsieur le maire, j'ai besoin d'un car pour aller à Disneyland, bah, je vais écouter Disneyland, vous prendrez votre car vous-même, vous le trouverez vous-même. Enfin, il doit être occupé ce jour-là, je crois. Mais si c'est pour aller au Louvre, là je trouve un quart. Je caricature, mais c'est pour dire que voilà, en accompagnement des projets, on peut aussi y mettre sa petite touche, etc. Et donc progressivement influer sur la qualité des contenus éducatifs que l'on peut offrir à nos enfants. Donc il y a un gros effort dans toute la partie publique qui est ma responsabilité première, et de surcroît, et en complémentarité et absolument pas d'opposition, ce fameux cours Alexandre Dumas pour être complet sur le panorama de l'éducation et que personne ne croit que je privilégie l'un par rapport à l'autre. Je les aime tous les deux. Merci beaucoup, monsieur le maire. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a toute une jeunesse qui souhaite ardemment s'investir en politique, mais elle ne sait pas forcément où donner de la tête. L'action municipale, l'échelon local, que vous connaissez très bien, est-elle un terrain propice? Alors, réponse, oui. Et je crois que c'est le moins dangereux de tous, mais je vais y revenir. D'abord, ça a été dit de nombreuses fois, la politique, la plus haute forme de la charité, ça a été dit, redit et redit, mais il faut s'en persuader. Premier point. Deuxième point, je dirais depuis Jean-Paul II notamment, jusqu'au pape François, ils n'ont cessé d'insister sur l'engagement des chrétiens en politique. Donc si vous êtes jeune et chrétien, ça vous concerne. Mais même si vous êtes moins jeune. Et puis... Par contre, il faut savoir que la politique, le lieu du pouvoir, est un lieu dangereux. Oui. Le pouvoir corrompt, oui. Alors, rapidement ou à petit feu, le pouvoir corrompt. Le pape François récemment a dit, c'est pas parce que c'est dangereux qu'il ne faut pas y aller, et si vous chutez, bah oui, vous chutez, vous vous relevez et vous repartez. Enfin, voilà, le sacrement de pénitence est là, mais c'est pas parce que c'est dangereux qu'il faut déserter ce terrain. Après, mais je reviendrai sur votre question, est-ce que c'est écharpe ou pas écharpe? Est-ce que la politique, c'est forcément quand on a écharpe autour du cou? Non. Non, la politique, si le maire, si j'étais, enfin pour faire vivre une commune, si je ne devais m'appuyer que sur ceux, qui ont une écharpe autour du cou, désolé, je ferais rien du tout. Heureusement que j'ai des présidents d'associations qui sont remarquables. Heureusement que j'ai des chefs d'entreprise, des artisans, des commerçants qui sont remarquables. Heureusement que j'ai des chefs de famille, des familles qui sont remarquables. Heureusement que tout, voilà. Donc je serais tenté de dire, déjà, que si on est dans la perfection de son devoir d'État, on fait de la politique. Alors, après, est-ce qu'il faut prendre un engagement électoral? Je pense, effectivement, que l'engagement local sur une commune est ce qui est le plus près de la réalité et de la vie quotidienne, je dirais, des habitants. Et que c'est là où on peut laisser le moins de place possible à l'idéologie et le plus de place possible à la réalité, et que par petites touches, tranquillement, on peut gentiment influer sur les choses. Et puis, on ne manie pas des sommes, voilà, les enjeux ne sont pas tels que vous perdez rapidement la tête. Mais pour ceux et celles qui se sentiraient appelés à, je dirais, être députés, conseillers départemental ou régional,
Dès lors qu'ils ont discerné que c'était ce qui était attendu d'eux et qu'ils ont pris les moyens, je dirais, de se prémunir de ce que le pouvoir peut faire sur un homme ou sur une femme, une fois qu'on le sait, voilà, eh bien, il n'y a aucune raison de les en dissuader. Mais c'est vrai que pour se former à la politique, parce que avoir des idées est une chose, des convictions, c'est très bien. Après, il y a le mode opératoire. Il ne faut pas sous-estimer le mode opératoire. J'estime, moi je dis souvent, il faut être irréprochable sur la forme pour être fort sur le fond. Voilà. Donc des fois, on est très bon sur le fond, on pêche sur la forme et on disqualifie le fond, hélas. Donc voilà. L'inverse aussi est un travers que l'on peut connaître. Voilà. Et donc vraiment, allez-y. Enfin vraiment, les responsabilités locales, elles sont véritablement passionnantes. Elles peuvent passer avec une écharpe, mais elles peuvent passer dans la vie associative. Une bonne association de parents d'élèves indépendants peut faire un travail et un bien fou, plus à la limite qu'un maire ou un maire adjoint au scolaire peut faire, parce qu'ils sont plus libres, parce qu'ils sont moins contraints, parce que etc. Donc l'engagement politique n'est pas forcément exclusivement dans un engagement électoral. Si vous êtes appelé à ça, allez-y, il n'y a aucun souci. Ensuite, ne pas rester seul. Ne jamais rester seul. Voilà, un chrétien seul est un chrétien en danger, mais un politique seul est un politique en danger. Voilà. Je vous ai dit tout à l'heure, la prudence de Colombe est rusée comme le serpent, c'est toujours d'actualité. Faites-vous des amis avec les biens d'iniquité, c'est vrai. Enfin, oui, c'est nécessaire, c'est important. Enfin, je dirais l'amitié, la qualité des liens, la chaleur des liens. Voilà, un bon repas, c'est pas interdit. Moi, je peux vous dire, certains repas m'ont rapporté plusieurs millions d'euros. Faites-vous des amis avec les biens d'iniquité. Non, attendez, désolé. Voilà. Bon, il s'est passé beaucoup de choses autour d'un repas quand même. Voilà. Et puis, je voudrais revenir, alors c'est peut-être un peu en arrière, mais sur la question de la vocation, et je voudrais revenir sur la France. Alors c'est un peu hors sujet, mais on a beaucoup parlé tout à l'heure, vous m'avez interpellé sur la vocation, et sur la question, moi je voudrais revenir sur la question de l'identité. Parce qu'on parle beaucoup d'identité en ce moment. Les derniers propos qui ont défrayé la chronique avec Nadine Morano, je dirais, montrent bien combien ceci est exacerbé. Une identité, c'est quelque chose qui se revendique. Soit 65 millions d'identités qui revendiquent ce qu'elles sont, ça peut mener à la guerre civile, enfin ça peut mener à une sacrée bataille. Et heureusement, je pense que la discussion qui avait été initiée par le président Sarkozy a été calmée, ou alors on arrive au plus petit commun dénominateur, et là, on accouche d'une souris, et c'est pas ça. Et je reviens au mot de vocation, parce que la vocation, ça se reçoit. Et dès lors que ça se reçoit, on n'est plus dans la revendication, et que c'est la liberté de chacun qui, à ce moment-là, met son propre talent personnel, sa propre identité personnelle, finalement, non pas dans une posture de revendication, mais dans une posture de service, au service de cette vocation qui, bien évidemment, nous dépasse. Et c'était juste pour boucler sur votre première question de la vocation. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci Xavier, merci beaucoup. Merci Monsieur le maire, je crois que tout le monde a été très, très touché par cette intervention qui nous frappe par à la fois sa pertinence, son originalité et aussi son courage. Vraiment merci aux trois intervenants cet après-midi, comme à ceux de ce matin d'ailleurs. Mais cet après-midi, quelle belle leçon d'énergie, d'espérance, quel beau témoignage d'inventivité et d'humanité en même temps. Il y a tellement de choses que je ne vais pas tout redire, ce serait ridicule, mais j'ai retenu quelques phrases, quelques flashs que je vous livre. J'ai entendu que le travail d'un maire, c'est une vision à 20 ans. Ça donne beaucoup à penser, alors qu'au plus haut de l'État, nous avons une petite vision à 5 ans. Oui, on peut discuter, effectivement, à la baisse. Ouais. Et l'action humaine, elle se nourrit dans la lecture, la méditation morale et spirituelle. Et c'est un maire de commune qui nous dit ça. Enfin, ensuite, autre flash qui m'a marqué,
la politique est une forme de charité. Et ça nous a été confirmé de façon magnifique par Xavier Lemoine. Ensuite, la formation. Belle leçon d'énergie, encore une fois. Ne pas avoir peur de s'engager. La formation, c'est une affaire de volonté et un enjeu de liberté. Merci, Alexandre. Il est heureux d'entendre ces choses-là, alors que le langage universel aujourd'hui est tellement pessimiste, en réalité. Enfin, d'autres mots qui nous viennent du dernier intervenant, la vérité a une certaine résistance. Le mensonge ne peut pas en venir à bout. Il faut croire en la vérité. Ça avait été déjà dit ce matin, d'ailleurs. Et la force de l'exemple, ne pas avoir peur de se lever, même en étant seul, et dire « moi, je ne suis pas d'accord ». L'audace. Quitter le mode survie pour le mode gestion, c'est bien ça? Oui. Le mode vie. Leçon d'énergie, enfin, d'espérance, et qui rime avec amour de la France. Merci à vous trois pour cette belle après-midi. Alors, juste une petite conclusion, parce que vous avez entendu tant de choses merveilleuses au cours de la journée que je ne veux pas arriver au degré de saturation. C'est une démonstration aujourd'hui, je pense, des propos qui ont été tenus pendant toute la journée. C'est-à-dire que des choses sont possibles, on peut le faire. J'ai presque un petit regret, c'est que la salle n'ait pas été suffisante pour contenir le monde. Je le regrette, et particulièrement pour la jeunesse. Ça veut dire il va falloir continuer, et on va s'opiniâtrer. C'est pas parce qu'on ne réussit pas au premier coup, parfaitement. Merci, vous êtes venus nombreux et fort nombreux. À un moment, la salle était presque pleine, tout à fait pleine même. Mais bon, c'est pas une question de salle pleine, c'est une question de se dire, mais comment se fait-il que ce peuple qui attend de ces Français qu'on a si bien décrit tout à l'heure, qui ont tout pour eux, ne se sentent pas concernés. Il y a quelque chose là de fait d'un peu dramatique. Mais comme la dernière note a été optimiste, soyons optimistes, parce que de fait il faut l'être. C'est presque un devoir moral. Alors nous continuerons. Le Cercle Vauban, Le Rouge et le Noir, Politique Magazine, la Revue Universelle, l'Institut de formation politique, tout cela. Nous continuerons. Et nous allons développer. Il faut maintenant que de plus en plus de personnes, de Français, se sentent concernés par ces vérités fondamentales qui sont presque élémentaires, mais qui ne sont plus dites, qui ne sont plus portées par personne, sauf par, disons-le tout simplement, sauf par nous. Et ça vaut la peine. Ça vaut la peine, d'autant plus que spontanément, je pense que tout Français qui écoute ce genre de discours se dit mais c'est là. J'écoutais les différents intervenants de cet après-midi avec un plaisir intérieur considérable, parce que tu disais mais à chaque propos, mais c'est évidemment ça. C'est évidemment ça. Et les larmes en viennent aux yeux, forcément. On se dit mais on passe à côté de quoi? Mais non, on passera pas à côté, on continuera. Et donc, il ne s'agit pas de constituer un parti, ça vous l'avez bien compris. Ça n'a pas d'intérêt pour nous, il y en a suffisamment sur le marché. Non, il s'agit de construire une sorte de mouvement de pensée, mais qui ne soit pas des idées qu'on sort comme ça. Non, un mouvement de pensée tel qu'il s'est constitué aujourd'hui, avec cette sympathie qui est née spontanément et qui était déjà là il y a le 6 décembre dernier, quand nous avons constitué notre premier colloque. Et bien comprendre que s'il y a des difficultés, elles viennent de système. Le mot système a été employé par tous les orateurs. Il y a un système qui fait qu'aujourd'hui, ce mouvement d'idées n'arrive pas à percer ce qu'on pourrait appeler une paroi de verre ou un plafond de verre. Ces idées qui devraient émerger sont comme empêchées d'émerger, alors qu'elles ont pour elles l'avenir. Donc, comprendre la question, et que cette question, elle est dans l'ordre du système,
et donc des institutions. Il y a quelque chose de vicié, pas simplement dans les questions de morale, pas simplement dans les questions de civilisation. Il n'y a pas simplement les énormes problèmes de l'immigration. Tout ce que l'on a dit, tout ce que l'on a abordé, il y a au cœur du problème français un vice, qui est un vice institutionnel, qui font que les gens sont enfermés dans un système dont ils n'arrivent pas à se libérer. C'est une œuvre de liberté que nous allons entreprendre. Et cette œuvre de liberté, elle va se faire par de la communication, par des réseaux. La communication appartient, tout à l'heure, Alexandre Peset parlait de Gramsci, c'est vrai, les 68 arts ont réussi à mettre la main sur les réseaux d'information. Et donc toute l'information est complètement, il suffit d'écouter le matin France Info, n'importe à laquelle de nos radios nationales, on a le prisme déformateur obligatoire. Eh bien nous allons constituer, si vous voulez bien, et je pense que tout le monde le veut bien, avec les associations qui se sont regroupées, les entreprises, les journaux qui se sont retrouvés présents dans cette journée, nous allons essayer de constituer ce réseau d'associations et de mouvements. Et puisque c'est le Cercle Vauban qui a créé cet événement, et qui en créera d'autres, et qui publie donc peut-être des plaquettes sur tous ces sujets qui vous intéressent, eh bien, dans le cadre du Cercle Vauban, nous essaierons d'établir, tout à l'heure, le mot charte a été abordé, a été évoqué comme quelque chose de contraignant, et c'est tout à fait vrai. Mais il s'agit des chartes de contraintes, celles qui obligent les gens à se mettre un bœuf sur la langue. Nous pourrions établir entre nous une charte de libération de la langue et du propos, de l'intelligence, et bref, de libération de la France. C'est le mot sur lequel il faut finir, puisque c'est le seul objet qui nous présente. Et oui, pour ma part, mais maintenant, il y a Thibault qui va vous dire quelques mots pour finir. Alors pour ma part, je serais... Une seconde encore, on se retrouve, s'il vous plaît, autour d'un pot, tout à l'heure. Merci. Alors en lien avec la journée, mais aussi en lien avec le pot dont Hilaire vient de nous parler, je pense que s'il fallait conclure cette journée, ce serait avec deux mots. Ces mots, c'est amitié politique. L'amitié politique est une vertu pratique qu'on a eu trop tendance à oublier à cause de l'esprit diviseur des partis. Or, aujourd'hui, le Cercle Vauban est avant tout une entreprise fondée sur l'amitié. Le Rouge et le Noir est un site qui est né en 2011, qui est né de l'amitié de jeunes catholiques et qui a grandi également grâce à de nouvelles rencontres et à des amitiés. Je pense que l'Institut de formation politique a permis également à des jeunes de se rencontrer, de nouer des amitiés utiles pour le bien commun, mais également pour l'épanouissement de la personne humaine. Et je pense qu'il est fondamental pour nous de continuer à cultiver cet esprit de concorde sur des bases essentielles communes et non pas sur un esprit d'apparatchik de parti, et tout cela pour que vive la France. On va en parler après.